Salut les bienveilleurs, je vais vous apprendre aujourd'hui le modèle Soccer qui est en fait une amélioration du modèle Score pour différentes raisons que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, on est parti. Alors le modèle Score, il est particulièrement bien connu, il est enseigné dans tous les cursus de PNL, au niveau praticien ou maître praticien, ça va dépendre un petit peu des enseignants. Le modèle Score, c'est S-C-O-R-E, c'est un modèle qui a été développé par Robert Dills. Le S, c'est le symptôme, ce qu'on pourrait appeler l'état problème, l'inconfort que vous vivez dans la situation présente. Le C, c'est la cause qui provoque le symptôme, qui a amené le symptôme. Le O, c'est l'objectif. Concrètement, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez à la place de cet état problème. Le R, c'est les ressources que j'ai besoin de mettre en œuvre si je veux avancer vers mon objectif. Et enfin, l'effet, qui est en fait les effets à plus long terme si vous atteignez l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors l'effet, c'est un peu une sorte de contrôle d'écologie, si vous voulez. Alors pourquoi je suis passé de score à soccer? D'une part, vous allez remarquer que, 1, l'ordre des lettres est différent. 2, j'ai remplacé le C par un double C. Soccer, bien sûr, c'est le terme anglais qui désigne le football, puisque le football, chez eux, c'est autre chose que chez nous. Si on examine le soccer, on voit donc deux différences majeures. La première, c'est l'ordre des lettres. Le deuxième, c'est le double C. Alors pourquoi le double C? Mais tout simplement parce que quand on parle de cause, symptôme qui est provoqué par une cause, je trouve que c'est quand même relativement mécaniste au niveau de la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire à savoir que si je prends une bille et que je la pousse avec mon doigt, c'est sûr, elle va avancer. Il y a un effet et il y a une conséquence. Il y a une cause et il y a un effet. C'est assez linéaire et c'est une manière très mécaniste de voir les choses. Parce que le score, a priori, on ne l'applique pas à des billes, on l'applique à des êtres humains, des êtres vivants en général. Et l'être vivant en général à chaque fois une manière différente d'agir ou de réagir par rapport à une cause donnée. C'est-à-dire que la même cause aura plusieurs effets différents en fonction du système vivant, auto-organisé qu'est l'être humain ou la personne en général. Donc, cette notion de cause, pour moi, était véritablement assez dérangeante. Alors, je l'ai remplacée par quoi? Mais pas par une autre cause, je l'ai remplacée par des conditions. C'est-à-dire que si la cause amène inévitablement un effet, les conditions sont simplement des éléments qui rendent possible une certaine manifestation, un certain effet, un certain symptôme, si c'est négatif. Donc, je parlerai plutôt de conditions. Et pourquoi 2C? Parce qu'il y a deux conditions. Il y a d'abord la condition initiale, ce qui a provoqué la mise en place de cet état problème, et les conditions de maintien, ce sont les conditions qui font que le problème se maintient. Si par exemple, je me cogne la tête à un mur, on peut dire que la cause initiale, la cause qui déclenche le problème et la douleur en particulier au niveau de la tête parce que je me suis cogné, c'est le fait de m'être cogné, bien évidemment. Par contre, si j'attends quelques minutes, peut-être que cette douleur va se dissiper et que donc il n'y a pas de condition de maintien. Si par contre, je me suis cogné la tête tellement fort que j'ai une commotion, une fracture du crâne ou toute autre blessure, à ce moment-là, j'ai une condition de maintien, à savoir la douleur, la fracture, la blessure va me maintenir dans cet état de douleur et cet état pénible qui a été provoqué par la condition initiale qui est en fait le choc de ma tête par rapport à ce mur. D'accord? Donc, condition initiale, conditions de maintien, et je pense que c'est important de considérer que ce sont des conditions différentes. En fait, la condition initiale va donner une explication pourquoi le problème est né. On va peut-être éventuellement devoir ou vouloir intervenir sur ces conditions initiales. Ça sera le cas probablement dans tout ce qui est, je dirais, situation traumatique, c'est-à-dire des grands chocs de la vie que nous devons subir et affronter.
mais qui va générer un nouvel état. Et cet nouvel état, il va se maintenir ou il va se dissiper ou il va se transformer en fonction des conditions de maintien. Les conditions de maintien, c'est qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui impacte le système pour qu'il se maintienne dans cet état problème, c'est-à-dire la manifestation du symptôme. On a donc SOCR, symptôme, objectif, condition initiale, conditions de maintien, effet et ressources. On voit donc deux choses ont changé. Un, le double C pour les deux conditions initiales et conditions de maintien à la place de la cause. Ceci pour échapper à cette dimension un peu trop mécaniste. Et je sais bien qu'on peut envisager le score d'une manière beaucoup plus vivante. C'est pour utiliser une autre métaphore que la métaphore mécaniste. Mais malgré tout, je pense que ça peut être enfermant, ça peut être une source d'une certaine limitation. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plus compliqué pour moi pour gérer une situation. On va voir un exemple tout à l'heure. De ne prendre qu'une seule cause, parce que bien souvent, cette cause, elle va être multiple, et à plus forte raison, justement parce que quelque chose a mis en place le problème, et quelque chose fait que le problème se maintient dans le temps. Alors, une deuxième différence entre le score et le SOCR, c'est l'ordre, la séquence des lettres. Alors vous allez me dire, c'est pas très important parce qu'on va simplement prendre toutes les lettres et on va les exploiter les unes après les autres. Moi, j'aime bien la séquence SOCR. Pourquoi? Parce que je démarre du problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez qui fait que vous vous sentez mal? C'est le symptôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Objectif, c'est « et que veux-tu à la place ?» Directement, on oriente l'état d'esprit de la personne vers ce qu'elle veut plutôt que ce qu'elle ne veut plus. Et là, déjà, on est déjà bien parti. Ensuite, on aura les conditions initiales. Et comment ce problème est-il arrivé? Qu'est-ce qui a provoqué ce problème? Quelles sont les conditions initiales qui ont fait que ce problème a pu naître et se développer? Ça, c'est la condition initiale. La condition de maintien, c'est « et qu'est-ce qui fait que ce problème perdure dans le temps? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce problème se maintienne ?» On voit donc que c'est tout à fait une autre question que la condition de qu'est-ce qui a causé. Qu'est-ce qui a causé nous invite à voyager dans le temps, à voir qu'est-ce qui s'est passé pour que le problème arrive. Ici, dans les conditions de maintien, c'est qu'est-ce qui, dans le présent et dans ton expérience, qui fait que le symptôme perdure à travers le temps. Symptôme, objectif, condition initiale, comment le problème est-il né? Qu'est-ce qui a fait que ces conditions étaient remplies pour que le problème naisse? Conditions de maintien, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le problème se maintient? Et puisque j'ai demandé à la personne, tiens, symptôme, qu'est-ce que tu veux à la place? Objectif, je vais faire ce test d'écologie, à savoir quel sera l'effet à plus long terme, ou peut-être d'une manière plus vaste par rapport au système que tu formes, mais aussi peut-être le système familial ou le système professionnel, en fait, l'ensemble des personnes qui sont autour, quels seront les effets sur un plan plus systémique cette fois, qui font que cet objectif vaut la peine qu'on essaye de l'atteindre. D'accord? On a donc les faits et on termine. Ok, ça va, on a bien éclairci, on sait quel est le problème, on sait ce que tu veux à la place, on sait pourquoi le problème est né, c'est les conditions initiales, on sait pourquoi le problème se maintient, ce sont les conditions de maintien, on connaît les faits et on peut juger que manifestement cet objectif répond à un ensemble de critères qui font que c'est viable. Et on dit souvent que la solution d'aujourd'hui est le problème de demain. Ce qu'on essaie avec les faits, c'est d'éviter que cette solution d'aujourd'hui devienne trop vite un problème pour demain. Ça, c'est les faits. Et il reste le R. Maintenant qu'on a éclairci tout ça, maintenant qu'on a vérifié l'écologie de ce projet de changement, on va voir quelles sont les ressources que je dois mettre en place ou auxquelles je dois faire appel pour effectuer le changement que je voudrais voir se dérouler ou se déployer dans ma vie et dans ma situation personnelle. On a donc symptômes, objectifs, qu'est-ce que tu veux à la place, conditions initiales, comment le problème est-il né, quelles sont les conditions qui ont fait que le problème est né, quelles sont les conditions de maintien, qu'est-ce qui fait que le problème se maintient, quel est l'effet que tu vas obtenir si on atteint l'objectif et quelles ressources va-t-on mobiliser pour arriver au changement escompté. Si nous prenons un petit exemple, le petit Marc a 12 ans et ses parents sont en plein divorce.
Et c'est la maman qui a la garde principale de l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le divorce a provoqué un choc psychologique, émotionnel assez important. C'est les conditions initiales qui fait que Marc s'est enfermé un peu dans sa bulle quelque part et n'exprime plus ou plus autant ses émotions. Il est beaucoup plus, je dirais, introverti quelque part. Il va pas exprimer, il va garder tout pour lui, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maman qui a fort à faire pour essayer de retrouver une structure familiale qui tient la route avec son travail, les enfants et toutes les contraintes post-divorce, je vais dire, va être peut-être plus irascible. Et quand elle va voir que son fils ne s'exprime pas comme elle le voudrait, elle va peut-être s'adresser à lui d'une manière assez peut-être désagréable, tendue, énervée, irascible, qui fait que le mécanisme de fermeture, d'isolement de Marc va être encore aggravé ou en tout cas va se maintenir. Ça démarre d'un choc, le divorce, la séparation de ses parents, c'est un problème qu'on peut adresser ou pas, c'est-à-dire dont on peut s'occuper ou non, ça c'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est de voir, tiens, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions de maintien? Mais simplement, le fait que sa maman est fort tendue parce qu'elle est en mode survie quelque part pour essayer de joindre les deux bouts, c'est-à-dire pour faire que la vie soit quand même acceptable, viable, aussi bien à la maison qu'au niveau du boulot, pour n'importe quelle contrainte qu'on peut imaginer très facilement. Et donc, ces conditions de maintien font que tant que la maman va être, je dirais, dans cette tension, elle va s'adresser d'une certaine manière à son fils Marc, qui lui va voir là-dedans une condition de maintien pour rester dans son mutisme. Alors on peut bien sûr s'adresser à la question de la condition initiale, à savoir le divorce. Ok, le divorce, est-ce qu'on doit faire un travail, genre changement d'histoire, imprinting ou recadrage, ou tout autre travail hors de la PNL d'ailleurs? Ou va-t-on simplement prendre en compte le nouvel équilibre que le système familial a trouvé entre Marc et sa maman pour que ce problème puisse se maintenir? On va à ce moment-là peut-être inviter la maman à discuter, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour établir une communication qui soit meilleure et qui soit plus ouvrante et qui fait qu'à un moment donné, pour le petit Marc, les conditions ne sont plus remplies pour rester dans ce mutisme. Il voit qu'il peut s'exprimer auprès de sa maman, par exemple, et ainsi mieux partager ses sentiments, ses émotions et ses difficultés au quotidien. Alors, juste un petit mot par rapport à la condition de maintien. Ce qui est très proche en termes de concept de la condition de maintien, c'est la notion d'homéostasie. Un état, je dirais un système avec une bonne boucle de rétroaction va pouvoir maintenir son état à un état d'équilibre donné. Et ça, c'est l'homéostasie qui va compenser les excès dans un sens par une compensation dans l'autre sens, de manière à ce que le système puisse continuer à perdurer dans cet état d'équilibre. Puis, il va se passer un choc, condition initiale, et qui va placer le système dans un nouvel état d'équilibre, nouvelle homéostasie. Alors parfois la condition de maintien et l'homéostasie sont relativement confondues. L'homéostasie, moi je la vois comme étant, en fin de compte, le processus interne du système qui lui permet de se maintenir. Alors que les conditions de maintien sont-elles plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur? Qui vient de l'extérieur ou qui vient de l'intérieur? C'est-à-dire si j'ai une croyance quant à, par exemple, ma charge de travail, par l'intensité de mes activités, ben c'est quelque chose qui va venir comme ça de l'extérieur et me forcer dans une homéostasie d'équilibre où je vais courir toute la journée et je vais peut-être en payer le prix, mais je vais courir toute la journée. Et cette croyance va maintenir cet état inconfortable d'activité intense accompagné de fatigue intense. Alors, est-ce que c'est une condition de maintien? Est-ce que c'est une condition de l'homéostasie par rapport à l'état d'équilibre que le système de cette personne, de ce système a atteint? C'est comme vous voulez. Moi, je dis tout le temps, la distinction est utile à partir du moment où elle est utile. C'est-à-dire, si dans une situation donnée, vous ne voyez pas d'intérêt de vous creuser la tête pour trouver une condition de maintien, parce que pour vous, l'explication
l'homéostasie du système qui se maintient dans un état d'équilibre donné et suffisant pour travailler, c'est ok, vous laissez tomber la condition de maintien. Mais je pense que c'est utile de garder ces 3 nuances. Condition initiale, quelles sont les conditions qui ont fait que le système a quitté cet état d'équilibre pour atteindre ce nouvel état d'équilibre? Et dans cet état d'équilibre, quelles sont les conditions de maintien qui fait qu'il peut se maintenir dans cet état d'équilibre qui manifestement ne nous convient pas, puisque sinon on n'aurait pas ce symptôme. Donc la condition de maintien, c'est un moyen d'action que j'ai aussi de pouvoir travailler autrement. Dans le cas de Marc avec sa maman, si je peux travailler sur un plan systémique à ce que la relation sur un plan communication se passe différemment, eh bien l'homéostasie du petit Marc va probablement évoluer vers quelque chose de différent, de plus confortable pour lui, à savoir mieux ou plus facilement exprimer ses sentiments, ses émotions et avoir peut-être un peu plus de joie de vivre quelque part. Voilà, ça c'est le soccer, score, soccer. Petite modification, mais pour moi substantielle. 1. L'ordre, S-O-C-C-E-R, plutôt que S-C-O-R-E. On commence par le symptôme. L'objectif, condition initiale qui a provoqué, condition de maintien qui fait que le problème perdure, quels sont les effets qu'on peut attendre si on atteint l'objectif et quelles sont les ressources à mettre en œuvre. Voilà pour le soccer, j'espère que vous allez faire des bonnes explorations avec ce modèle. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la différence entre ce modèle soccer et ce modèle score. Et aussi, si vous voyez des applications, des cas pratiques, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je suis tout à fait intéressé de vous lire et de découvrir un peu avec vous ce que ça peut vous apporter comme modèle. Allez, à bientôt, ciao!